C'est vrai, Natacha, que l'ensemble de la presse avait les yeux tournés ce matin vers la Russie. Oui, et puis vers tous les détails même, parce que pas seulement le résultat, mais aussi le taux d'abstention qui était majeur. Dans La Croix, Isabelle de Golmine écrit: mieux que personne, le tout-puissant chef du Kremlin sait que le vote de dimanche est tout sauf un plébiscite. Car malgré une campagne électorale largement muselée, les Russes ont réussi à exprimer l'ampleur de leurs attentes en matière économique et sociale. Et surtout, elle parle de ce taux de pauvreté devenu inacceptable en Russie. Alors de Ouest France, Laurent Marchand parle d'un Vladimir Poutine qui est ému par une fierté, dit-il, avoir reconstruit l'identité nationale russe après le traumatisme de l'effondrement d'un monde. Et c'est sans doute ça, évidemment, le point essentiel qui explique la popularité tout de même de Vladimir Poutine. Et pour cela, nous dit Laurent Marchand, il est plus attaché que jamais à son modèle national autoritaire qu'il aimerait voir se répandre chez ses voisins européens. Si le rêve de démocratiser la Russie à l'occidental s'est évanoui, nous dit Ouest France, le risque de délibéraliser à la Russe nos démocraties, ce dont rêvent nos extrêmes droites, n'a jamais paru aussi grand. Cela complique fortement l'hypothèse d'une détente avec Moscou. Oui, analyse effectivement intéressante, un sacré retournement. Ouais. Exactement. Et le problème, c'est que la détente, justement, qui serait absolument nécessaire, même pour nous, on en est très très loin. La Voix du Nord nous dit, au-delà du bras de fer actuel, et sans montrer de faiblesse pour autant, il faudra bien inventer avec la Russie des relations qui ne soient pas un mauvais remake de la guerre froide. Un affrontement permanent entre l'Est et l'Ouest dans un monde plus changeant ouvrirait des perspectives inquiétante. Alors pour bien aller au fond des choses, d'abord il faut lire la double page de Tribune du Monde qui analyse de différents points de vue la réalité, on va dire, de la société russe et des relations internationales. Il y a en particulier ce texte de Jean Radvani qui écrit: sortons de cette spirale des menaces entre Russes et Occidentaux. La construction d'une menace, dit-il, a ses règles et ses acteurs. Et en gros, il explique très bien comment petit à petit, la Russie de Vladimir Poutine construit l'Occident comme une menace et que les Occidentaux construisent Vladimir Poutine comme un grand méchant, un diable. Et tout ça renforce les tensions. Mais surtout, l'interview d'Hélène Carrère d'Ancos qui est publiée sur le site Figaro Vox est très intéressante aussi parce qu'elle revient sur l'histoire de la Russie. Comment on en arrive là? Elle rappelle d'abord que la démocratie est quelque chose qui est quand même infime dans l'histoire de la Russie en termes de temps. Ils n'ont jamais connu. Or, une société démocratique, ça se construit sur le temps long. Et puis elle parle de la libéralisation des années 1990, de l'ingérence américaine en 1996 dans la réélection de Boris Yeltsin et comment tout ça a pesé sur la mémoire des Russes. Et elle parle surtout de la question de la stabilité des États comme protection contre le terrorisme, qui est une des théories de Vladimir Poutine et qui explique aussi sa politique. Et c'est tout ça qu'il faut avoir en tête pour bien comprendre les enjeux. Et qui explique son implication très forte, évidemment, en Syrie, notamment. L'armée russe particulièrement présente là-bas. Visiblement, Natacha, Emmanuel Macron a l'intention de continuer à nouer justement des relations économiques avec la Russie, malgré le contexte. Oui, c'est ce que disent d'ailleurs tous les observateurs, c'est qu'il a une politique qui ne diabolise pas la Russie, sauf que pour nouer des relations économiques, il faut en avoir les moyens et avoir les acteurs. Or, dans le Figaro, dans les pages économie, la chronique de Jean-Pierre Robin nous dit SOS, la France a perdu son ministre du Commerce extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a tout simplement pas de ministre du Commerce extérieur. À part annoncer les chiffres catastrophiques tous les mois. C'est tout le problème. Voilà, c'est que les chiffres sont totalement catastrophiques. En effet, la France aligne les contre-performances depuis 15 ans. C'est absolument effarant. Nous avons 3 fois moins d'entreprises exportatrices qu'en Allemagne. Et donc, ce manque d'intérêt pour la question est consternant. Alors, Laurent Fabius y était intéressé. Il avait fait en sorte de déplacer le ministère du Commerce extérieur de Bercy vers les le affaires Quai d'Orsay. étrangères. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, donc, celui qui est censé tenir ce rôle, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État. Il n'a pas vraiment d'attribution précise. Alors, on peut imaginer que derrière ça, il y a en fait l'idée que c'est Emmanuel Macron, Jupiter, qui s'occupe du sujet. Mais tout de même, tout ça sur ses petites épaules. Ça fait lourd. Voilà, il faut peut-être quelques relais. Je vous trouve rafraîchissant. Parce que vraiment, penser qu'un ministre, quelle que soit sa qualité, puisse avoir le même moindre impact sur le commerce extérieur. Absolument s'intéresser aux difficultés que peuvent rencontrer nos PME, essayer de les orienter, je sais pas, il y a 2-3 choses. S'occuper d'une banque publique d'investissement. Oui, mais elle existe, la BPI. Oui, mais après, il faudrait faire en sorte que tout ça marche. Peut-être, ça peut être utile. Peut-être, Natacha, le gouvernement est-il trop occupé à s'occuper d'autres choses, s'occuper des grandes réformes dont on a parlé il y a quelques instants. Oui, ça vous en parliez. Et alors, l'humanité, évidemment. L'humanité titre les cheminots dans les starting blocks. Et on sent que l'humanité aussi. Ils attendent. Eux aussi, ils sont dans les starting blocks. Alors, évidemment, dans un tout autre registre, vous avez l'opinion.
C'est un peu en miroir, où Cyril Lachèvre évoque un almanach où, entre vacances de Pâques et pont du mois de mai, 36 dates sont gravées en rouge, signalant l'arrêt programmé des transports publics. Cette séquence est joliment qualifiée par les poètes de la CGT de grève perlée ou grève cassoulet. S'ils étaient aussi inventifs pour concevoir leur entreprise de demain que pour définir... S'ils étaient aussi inventifs pour concevoir leur entreprise de demain que pour définir leurs mouvements sociaux, nul doute qu'il n'y aurait plus depuis longtemps besoin de réformer la SNCF, dit Cyril Lachèvre. Alors dans la Charente libre, Dominique Garot élargit un peu le sujet. Il écrit entre territoires délaissés, services publics à l'os et opposition politique sans gouvernail. La cohorte des mécontents du macronisme impérieux enfle sans se cristalliser autour d'un mouvement massif. Parce que tout l'enjeu est là, évidemment, comme d'habitude. Est-ce que ça va se cristalliser? Dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig écrit en moins d'une année, d'un mandat qui en compte 5, Emmanuel Macron et son gouvernement couvrent le pays de panneaux chantier. Ouais. Comme il se doit, la mention casque obligatoire est de rigueur. Alors est-ce qu'ils vont se prendre des chutes de gravats? On ne sait pas, la presse de la Manche nous dit, mais si les réformes sont nécessaires, leur contenu doit être bénéfique. C'est toute la question que vous posiez tout à l'heure. Encore faut-il que ça serve à quelqu'un. Oui. Et la Nouvelle République nous dit qu'après tout, c'est pas ça le problème, c'est une question de tactique politique. Si le gouvernement vante le rythme de ses réformes, cette frénésie est aussi un calcul. En laissant s'ouvrir une multitude de fronts syndicaux qui peinent à se rejoindre, l'exécutif surfe d'un dossier bouclé à l'autre à une vitesse folle. 30 secondes pour l'article du jour, Natacha. Il est formidable, il est dans Libération, il est signé Paul Ariès, qui est un des papes de la pensée de la décroissance, Frédéric Danhé, qui est le meilleur journaliste sur la question des sols et de l'agriculture aujourd'hui, Jocelyne Porcher, qui par son nom même cherche les problèmes vraiment, puisqu'il s'agit du véganisme. Pourquoi les végans ont tout faux? Il nous explique que ça va pas sauver les animaux, puisque les animaux d'élevage n'ont rien de naturel, ils demandent qu'à vivre avec nous, nous avec eux. Ça ne va pas nous sauver de la famine parce que sans élevage, il n'y a pas de fumier, donc il y a un appauvrissement des sols parce que c'est la meilleure invention, c'est le fumier. Et donc ça va créer de la faim, il faut des intrants chimiques et le véganisme est l'ambassadeur de l'industrie 4.0 avec les inventions de viande artificielle ignoble pour remplacer. Bref, bravo. Polonie sans filtre, tous les matins, 9h45 de La République. Merci beaucoup.